Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer ESAE TV pour vous informer. Dans un instant, le sommaire. L'amélioration des conditions du pèlerinage du Hadj a fait l'objet d'une importante séance de travail entre les grands dignitaires de la religion musulmane et le ministre des Affaires étrangères ce matin. Le compte rendu dans cette édition. Le programme d'appui mis en place pour assainir et professionnaliser le secteur de la microfinance en République du Bénin a effectué ce jour un atelier bilan sur les diverses actions menées. Le point dans ce journal. Clément Adéchian, promoteur de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, se prononce dans cette édition sur les nouvelles réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. À nouveau, bonsoir. Les dignitaires de la communauté musulmane ont tenu une importante séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération pour l'amélioration des conditions de pèlerinage. Une réunion qui a connu la présence des convoyeurs et a servi d'occasion pour présenter le nouveau secrétaire permanent du Hadj au Bénin. On écoute respectivement Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et le docteur Sani, secrétaire permanent du Hadj par intérim. Nous entendons mes collègues membres du gouvernement impliqués dans l'organisation du Hadj que je coordonne à la demande du président de la République. C'est d'anticiper, de tirer les leçons du passé et surtout de faire en sorte que nos compatriotes qui doivent participer au Hadj cette année puissent de manière efficace atteindre leur objectif qui est un objectif de spiritualité. La République se veut juste vis-à-vis de tous les citoyens, quelle que soit leur confession. Et dans l'esprit de la réunion que le chef de l'État a animée, vous vous souvenez, ce week-end, avec les grands dignitaires de la religion musulmane, j'ai tenu ce matin à rassembler très rapidement tous les acteurs de l'exercice important qu'est le Hadj, pour leur dire que nous voulons mieux faire que l'année dernière. Nous voulons tirer les leçons de l'exercice de l'année dernière qui, comme vous le savez, s'est très bien passé. À en croire les lettres de félicitations que nous avons reçues, que le gouvernement a reçues. Mais on doit chaque jour chercher à parfaire ce qu'on fait. Et donc c'est dans cet esprit-là que cette réunion a été organisée. J'en ai profité pour présenter le nouveau secrétaire permanent ad intérim du Hadj, Dr Sani, qui est à mes côtés ici, à tous les acteurs, pour leur dire que c'est l'homme qui a reçu la confiance du chef de l'État, un homme de grande expérience qui, comme vous le savez, est par ailleurs le chef de la mission commerciale du Bénin à Riyad, et qui nous a accompagnés lors de la visite du président en Arabie Saoudite. J'ai tenu à le présenter également pour que nous puissions tous nous mettre au travail très tôt. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, qui sont organisés, qui sont rigoureux. Il ne vous a pas échappé que cette réunion était prévue pour 1 heure de temps. Nous l'avons commencé à 8 heures, nous l'avons terminée à 9 heures. Nous aurons une autre réunion, j'allais dire d'autres réunions, dans les semaines qui viennent. Mais déjà, la mission exploratoire sera mise en route immédiatement. La fête du Hadj, c'est une grande affaire. Et je ne sais pas si on peut parler d'une réussite totale, mais Inch'Allah, nous allons faire tout ce qu'on peut faire avec nos relations, avec nos connaissances, avec l'expérience aussi. Parce que c'est depuis 1982 que je fais le Hadj. J'ai fait plus de 13 ans en Arabie Saoudite. Je participe au Hadj chaque année. Depuis que je suis rentré aussi, je pars au Hadj presque toutes les années. L'année dernière, j'étais là aussi. Je vois aussi, je connais bien ce qui se passe au niveau de l'organisation du Hadj. C'est une tâche qui est très lourde, c'est pas facile, mais avec la grâce d'Allah et la contribution de chacun, Inch'Allah, même si ce n'est pas 100%, on aura 90%, c'est déjà quelque chose. Assainir et professionnaliser le secteur de la microfinance en République du Bénin est l'objectif du programme d'appui au secteur de la microfinance au Bénin, PASMIF Bénin.
En 2017, le programme d'action du gouvernement a mis un accent particulier sur la microfinance au Bénin. Ce programme, en partenariat avec l'Agence canadienne de développement international, a procédé ce jour à la cérémonie d'ouverture de l'atelier bilan du PASMIF. Suivant Maurice Couton, directeur du PASMIF, et David Vidérouenou, directeur du cabinet du ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, au micro de nos reporters. Depuis 2010, les acteurs du secteur de la microfinance du Bénin, à travers le PASMIF, ont beaucoup travaillé autour des chantiers de l'assainissement et de la professionnalisation. À travers le PASMIF, donc, des progrès ont été réalisés. Il y a eu aussi des limites à notre action et nous sommes également confrontés à des difficultés. Malgré ces progrès réalisés, des problèmes subsistent et de nouveaux défis apparaissent. Le programme d'action du gouvernement actuellement en vigueur est bâti sur 3 paliers essentiels, à savoir la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et l'amélioration des conditions de vie des populations. Quand on parle de l'amélioration des conditions de vie de la population, on pense au secteur de la microfinance. En visant l'amélioration des conditions de vie des populations, pilier 3 du programme d'action du gouvernement, le gouvernement du Bénin fait de la question de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes une priorité. Dès lors, la microfinance professionnelle menée dans un environnement très assaini en sera le moteur. Mesdames, Messieurs, chers participants, grâce au PASMIF, le réseau FESECAM a réussi sa reconfiguration, capitalise régulièrement depuis quelques années et dispose d'un centre financier aux entreprises opérationnelles à Porto-Novo. Le phénomène de l'érosion côtière sur les 125 km de côte dont dispose le Bénin préoccupe le gouvernement. Ainsi, lors du conclave gouvernemental hebdomadaire de ce mercredi 8 février 2017, il est décidé de réaliser des travaux de protection côtière et d'aménagement balnéaire sur les segments prioritaires de la côte maritime du Bénin. Une décision de l'État béninois qui résulte du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021 et dont les simulations pour les travaux à Ouida s'élèvent à environ 160 milliards de francs CFA. On écoute le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Ironé Koupaki, pour plus de précisions. Quand on prend le temps d'étudier les choses, vous dites que nous sommes lents. Maintenant qu'on décide de nous engager là-dedans, vous nous demandez de patienter. Non, on ne va pas patienter. Les études qui ont été faites tiennent compte de cette dimension sous-régionale du phénomène. C'est pour ça que nous n'allons plus traiter des portions, des segments. Nous allons traiter en même temps les 125 km de côte. Bien entendu, dans certains endroits, les courants sont plus forts, les vagues sont plus fortes que dans d'autres endroits. Et dans l'étude qui a été présentée aujourd'hui par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, on a bien montré que le système des épis tel que nous l'avons conçu jusque-là n'était pas la solution idéale, mais nous devons terminer cette partie pour nous engager dans une autre option qui est celle-là plus efficace. Évidemment, c'est la raison pour laquelle le coût est aussi élevé que ça, 160 milliards de francs CFA. Alors, une fois que chaque pays s'engage dans cette voie, parce que le voisin de l'Ouest le fait, le voisin de l'Est aussi le fait. Si nous ne faisons rien, nous allons subir l'impact de ce qui se fait dans le voisinage. Donc, nous nous y engageons pour protéger les populations béninoises. Parce que je pense que vous n'habitez pas la zone. Voilà. Ceux qui habitent la zone demandent qu'on accélère les choses. Mais c'est sûr que si on avait engagé les travaux sur la base d'études sommaires, nous nous serions certainement trompés. Nous avons pris le temps de faire des études approfondies pour protéger l'ensemble de la côte. N'oubliez pas que
Dans le cadre du programme d'action du gouvernement, nous avons l'aménagement balnéaire. Et donc, si nous devons concevoir une politique touristique dynamique et que nous n'intégrons pas l'élément érosion côtière et que nous ne le traitons pas comme il se doit, la politique de développement du tourisme ne sera pas mise en œuvre. Nous nous protégeons, mais en même temps, nous protégeons le voisinage. Restons toujours dans les décisions issues du Conseil des ministres du mercredi dernier. Lors du conclave gouvernemental hebdomadaire, un décret a été pris sur les conditions de mise en place et d'utilisation de systèmes de vidéosurveillance en République du Bénin. L'utilisation des caméras de surveillance apparaissent nécessaires pour certains lieux et places publiques et aussi certains édifices ou domaines privés susceptibles d'être cambriolés, vandalisés ou profanés. Une décision qui s'inscrit dans la dynamique de bannir les actes de grand banditisme dans les villes du Bénin. Pascal Ironé Koupaki pour plus de détails. Le projet de décret qui concerne le renforcement de la sécurité des biens et des personnes béninois a fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, qui l'a approuvé en prenant toutes les précautions nécessaires. À partir de cet instant que le décret respecte entièrement la loi concernant la CNIL, je pense qu'il n'y a pas de violation à proprement parler. La sécurité implique un minimum de précautions. Même les privés peuvent installer les vidéosurveillances, les caméras de vidéosurveillance. Mais vous ne pouvez pas, à partir de chez vous, regarder la maison du voisin. Non, ce n'est pas possible. Là, vous ne respectez pas le voisin. Mais votre devanture, le périmètre de votre maison, oui, c'est pour vous protéger. Et je disais tantôt qu'il y aura un arrêté du ministre de l'Intérieur qui va fixer les modalités d'application de ce décret. Les libertés des uns et des autres seront bien entendu respectées et le gouvernement respectera la loi. C'est la raison pour laquelle il a sollicité l'avis de la CNIL qui a reformulé certaines dispositions de notre projet de décret. La mairie de Cotonou est plus que jamais préoccupée par l'insuffisance de ressources financières et le manque d'assistance technique. Ainsi, pour y parvenir, elle a organisé ce mercredi 8 février 2017 un atelier sur l'accroissement des recettes de la mairie de Cotonou. Il faut noter que l'opération de déguerpissement a impacté entre autres sur la performance limitée des ressources de la municipalité. Reportage. Le présent atelier se tient également dans un contexte de libération des domaines publics qui, malgré le bien fondé de l'opération, impactera sur la performance déjà limitée de nos recettes. En effet, il est loisible de constater que de tout temps, les recettes non fiscales, dites propres, ont constitué pour les gestionnaires des finances locales un volet extrêmement sensible et difficilement maîtrisable. L'explication de ces difficultés qui caractérisent ce type de ressources inclus dans les budgets locaux se trouve dans une série de facteurs dont nous pourrons retenir les trois principaux que voici. Premièrement, la querelle des droits, taxes, redevances constitutifs des recettes non fiscales, au total une quarantaine, dont principalement les droits de place sur les marchés ou de parking sur les gares routières, les taxes sur les taxis et taxis-motos, les taxes d'occupation temporaire du domaine public, les taxes sur la publicité, les spectacles, les actes liés à la certification foncière, au permis d'habiter, à la voirie, les légalisations de signatures et autres expéditions d'actes administratifs et conventions. Malgré ce nombre impressionnant des composants des recettes non fiscales, leur rendement est resté faible, avec un taux de réalisation qui tourne autour de 18,66% de l'ensemble du recouvrement des recettes inscrites au budget local, alors que les recettes fiscales dont la gestion est confiée par le législateur à la Direction générale des impôts font au moins 59,11% des recettes du budget local, avec seulement les 4 principaux impôts que sont la patente et la licence, les contributions
foncière des propriétés bâties et non bâties, auxquelles s'ajoute la taxe foncière unique, TFU, et la taxe professionnelle unique, TPU, actuellement taxe professionnelle synthétique, et la taxe d'enlèvement des ordures. Je mesure l'ampleur de la tâche et les difficultés à mettre fin aux mauvaises pratiques qui se sont inscrites dans la durée. C'est pourquoi le conseil municipal de Cotonou, par ma voix, souhaite la mise en œuvre de mesures rigoureuses et d'actions hardies dans une démarche inclusive et une approche participative. J'en appelle donc au concours du gouvernement, par le biais des départements ministériels concernés, à la contribution des partenaires techniques et financiers ici représentés et au sens de responsabilité des autres collecteurs légaux, dont la SOGEMA, la SBE, l'Office de gestion des stades du Bénin, les régisseurs des panneaux publicitaires et autres partenaires de la ville. Plus de surcharge dans le rang des conducteurs de minibus de transport en commun, c'est la décision du gouvernement de la République du Bénin. Ainsi, depuis le 4 février 2017, les conducteurs de minibus sont soumis au contrôle de surcharge par les agents de défense et de forces de sécurité. Comment est appréciée cette décision du gouvernement? Élément de réponse dans ce reportage. Nous sommes sur le parc de stationnement des minibus de Saint-Michel. Ici, la décision du gouvernement d'interdiction de surcharge des passagers est appréciée dans le rang des conducteurs de minibus de transport en commun. Mais selon eux, les raisons qui sous-tendent le choix de surcharge en sont énormes. Décision là, c'est bon décision. Parce que nous chauffeurs même là, nous sommes même fiers. Parce que si on prend beaucoup de clients là, nous-mêmes, on est arrivé à conduire le voiture bien. Par exemple, accident si côté ouais bon yemdo moment do que si cha yo igbe bon ka mo kwa jijo nu ye ene si côté mo kwa jijo nu ye par exemple moto lo mo de vidéo et de quoi de no sunu propriétaire de quoi pour gbede a quoi de pour yen no sou d'ici à Conville par exemple maintenant et on dit à quelqu'un de payer 250 et la personne il est là à discuter encore sur les 250 francs. On est obligé de le prendre et de mettre encore quelqu'un à côté de sa place pour juste que l'argent qu'on veut prendre sur celui-là, que ça soit exact. Aussi, ces conducteurs de minibus n'ont pas manqué de lancer un appel à l'endroit des autorités concernées afin que certains points de cette mesure d'interdiction soient revus. On n'a pas le choix. Est-ce que quelqu'un peut voir l'accident et rentrer dedans? Donc c'est qu'on n'a pas le choix. Ça arrive. Même si tu prends une seule personne là, ce même personne là peut causer des accidents pour les gens. Vous voyez, donc le gouvernement, il n'a qu'à revoir sa copie par rapport aux accidents ou surcharge, tout ça là. Surcharge est d'or, amon, na pon do ha me chauffeur là. Et des zewa ha mo bo je me uliji. Ida su mi ko ese dimoro biblo e. Bro, surcharge yo de kwa bro menele do e. Ten ko hospital de gbeda gamla do. Tarif le we. Bon, on doit aller habitué de moi. Il faut retenir que cette décision est en vigueur depuis le 4 février 2017 et fait suite au drame survenu à Sékou dû au surcharge des passagers. Plusieurs réformes sont opérées dans l'enseignement supérieur afin d'assainir le secteur et de rendre plus crédibles les diplômes béninois. Ainsi, l'homologation des programmes d'enseignement reste une problématique, étant donné que le gouvernement annonce dans les coulisses que la licence professionnelle deviendra sous peu un examen national au Bénin. On écoute Clément Adéchian, promoteur de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. C'est un programme que nous avons commencé par développer ensemble depuis un bon moment, dont les premières phases de mise en œuvre devaient commencer par l'harmonisation des curricula de formation. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, ESAE introduit des programmes d'enseignement homologués, soit par l'État, soit par le CAMES ou par les deux. Alors, lorsque je présente par exemple un programme de banque finance, assurance, homologué par l'État de ESAE et que je prends par exemple UCAO,
entre autres, qui a également un programme de banque et finance, ce que vous remarquez, c'est quoi? C'est que ce n'est pas les mêmes programmes. Alors, à un moment donné, on s'est dit que mais on ne peut pas être en train de former pour le même marché de l'emploi et avoir des programmes homologués disparates. Donc, la première phase a consisté d'abord à mettre en harmonie les différents programmes homologués pour que dans les universités privées, les programmes enseignés soient les mêmes. Donc, c'est à la fin de cette phase qu'on devait passer normalement aux examens nationaux. Parce qu'il faut d'abord enseigner les mêmes programmes pour faire composer les enfants, les évaluer sur le même contenu. Donc, ça avait commencé, évidemment, quand la rupture est arrivée, ça a donné un coup d'accélérateur. Ce que nous avons aimé, parce que je vous le dis, nous faisons partie de ceux qui pensent qu'à un moment donné, pour arrêter avec la tricherie, parce que tout le monde n'est pas sérieux, il faut forcément que les enfants soient évalués sur le plan national avant de pouvoir obtenir le diplôme de l'État. Il y a une commission, là où je vous parle, qui travaille avec la DGES pour mettre, la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, pour mettre en uniformisation les différents programmes d'homologation. Comme je vous le dis, sans harmoniser les programmes, on ne peut pas évaluer les apprenants. Puisqu'on ne viendra pas évaluer chaque apprenant en fonction de ce qu'il a fait à Gaza, à Isaïe, et ainsi de suite. On doit les évaluer sur un programme national harmonisé. Donc, des sous-commissions travaillent actuellement par matière, par discipline pour nous sortir, pour les EPS de façon globale, sous la direction du ministère de l'Enseignement supérieur, des programmes harmonisés. C'est sur la base de ça que justement les différents documents juridiques vont être pris, décrets, ensuite arrêtés, pour nous fixer dans le cadre législatif de cette évaluation. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de documents juridiques. Donc nous sommes encore dans les phases de préparation pour aller vers le programme d'examen national. Pour qu'une réforme aboutisse, il faut que les autorités, le chef de l'État, le ministère prennent des documents qui précisent, qui consacrent les contenus des réformes. Qu'est-ce que nous devons faire? Les enfants iront composer quoi et quoi? On ne sait rien. Donc, on s'est basé sur les rumeurs. Vous connaissez les réseaux aussi, comment ça va, à quelle vitesse de lumière. Les informations vous tombent dessus un matin et chacun court dans tous les sens. En réalité, on ne peut pas se baser sur ça, sur les rumeurs, pour bâtir la crédibilité des informations. Nous sommes des acteurs importants. Nous devons être associés fondamentalement à ce travail-là. Et nous sommes associés. Ce sont nos enseignants les plus qualifiés, les plus méritants qui vont corriger les copies. L'État ne va pas nous inventer des enseignants tombés du ciel. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots du promoteur de l'école prestigieuse ESAE que je mets un terme à cette édition. Merci de m'avoir suivi et prenez le rendez-vous matinal de votre émission Free Matin. Bonne soirée et à demain.